Voilà, de retour en studio et en direct en compagnie de François Asselineau. La France a peur, monsieur Asselineau, suite aux événements dramatiques de ce week-end, n'est-ce pas, Amel? Écoutez, oui, objectivement, tout est fait pour que les Français aient peur. D'ailleurs, pour arriver dans votre station, il y a des embouteillages partout. Actuellement, à Paris, on entend des sirènes de police, de pompiers, d'ambulances quasiment constamment. Tout à l'heure, j'étais en voiture. Il y avait une scène, on voyait des policiers qui venaient de sortir de leur voiture avec une mitraillette et qui avait été en train d'arrêter quelqu'un qui conduisait. Enfin, il y a une ambiance qui confine à la psychose. Alors précisément, ces attentats, François Asselineau, qui ont frappé les esprits par leur simultanéité, leur nombre de victimes, la montée du degré de terreur, ont frappé les esprits, ont choqué les Français. Et nous sommes tous, c'est vrai, dans une sidération presque face à cette nouvelle violence. Lorsque des attentats frappent un pays, on entend dire de plus en plus qu'il s'agit de punition ou de représailles. Alors ma question est un peu directe, pour être dans le vif du sujet. Qu'a fait ou que n'a pas fait la France pour avoir de telles représailles? Écoutez, je crois que c'est une bonne question que vous posez parce que actuellement on a un déferlement depuis ces attentats, on a un déferlement d'informations sur tous les médias, les grands médias, qui s'intéressent toujours aux conséquences, en se disant voilà qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu des types qui ont été une lente dérive, etc. Mais personne ne se pose la question de savoir pourquoi c'est arrivé, parce qu'il fut un temps où il n'y avait pas d'attentats en France, où il y en avait très très peu. Et donc la question se pose de savoir d'où ça vient. Alors moi, à mon avis, ça mériterait un certain temps. Il y a un certain nombre de causes proches. Vous savez, comme tous les phénomènes de cette nature, comme tous les accidents, il y a toute une série de causes. Il y a d'abord un vieux fond de sauce, si j'ose dire, qui est le mal de vivre qu'il y a dans les pays d'Occident. Voilà. Oui. Ce sont des pays qui ont perdu un certain nombre de points de repère et de valeurs. Il y a un problème de sens dans la société contemporaine. Quand vous avez un taux de chômage qui est extrêmement important, notamment dans les banlieues, quand vous avez donc des générations qui sont des générations un petit peu perdues, c'est déjà un terreau qui n'est pas favorable. Deuxième terreau qui n'est pas favorable, vous savez qu'il y a un proverbe chinois qui dit le poisson pourrit par la tête. Lorsque vous avez dans les pays occidentaux, en particulier en France, des élites politiques qui se rendent extraordinairement méprisables parce que, par exemple, M. Hollande, ne l'oublions pas, s'est fait élire sur une escroquerie. Il a dit mon adversaire c'est la finance et ensuite il nomme M. Macron à la tête du ministère des Finances. Il s'est fait élire avec une étiquette de gauche. En fait, il a un gouvernement, on pourra y revenir tout à l'heure, le gouvernement le plus d'extrême droite en France depuis 1944. Donc lorsque l'on voit que ce monsieur prend des petits après-midi crapuleux au lieu de travailler à l'Élysée, il part en mobilette pour aller voir sa maîtresse. Lorsque l'on voit qu'il y a des ministres comme monsieur Cahuzac qui pilotait des colloques sur la fraude fiscale pour combattre la fraude fiscale alors il avait planqué lui-même plusieurs dizaines de millions d'euros de fraude fiscale, que M. Thévenoud était secrétaire d'État au commerce extérieur et puis vous savez il avait une espèce de prurite qui le saisissait sur les mains lorsqu'il s'agissait de payer ses impôts ou ses factures d'EDF. Il ne payait aucun de ses impôts et puis il quitte le gouvernement et il retrouve son poste de député. Donc tout ça, ça fait un malaise général dans la société qui fait que Mais pour revenir sur le plan géopolitique, est-ce que c'est pas l'engagement de la France en Syrie, puisque ce sont les mots de terroristes, qui amènerait entre autres à ces représailles? Je pense, vous avez raison, mais je parlais des causes prochaines. Il y a un terreau d'origine. Le terreau d'origine, c'est que nous avons des générations perdues, en particulier sur des jeunes paumés, notamment des jeunes issus de l'immigration, qui peuvent être complètement paumés, qui voient une société où d'ailleurs on passe notre temps, pas moi, mais dans les grands médias, et partout à la télévision, à dénigrer la France, à dénigrer la patrie française. Tout ce qu'on a fait était mauvais. C'est une espèce de repentance généralisée. La France a toujours tous les torts. Donc, il n'y a à aucun moment chez les jeunes générations, ou de très très peu de moments, une occasion de se positionner de façon positive face à leur propre patrie. On a au contraire l'impression que tout est permis. Et puis par ailleurs, ajoutons à ça quelque chose qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est le primat absolu de l'argent. Il n'y a que l'argent qui compte. C'est pas moi qui ai dit, je crois que c'était Séguéla, c'est que si à 50 ans t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie. Donc beaucoup de jeunes ne raisonnent que comme ça.
Et n'oublions pas non plus comment dirais-je le fait que on a donc affaire à des jeunes qui sont en fait complètement perdus et laissés à l'abandon. L'école ne fait plus son travail d'ascenseur républicain. Alors là-dessus arrivent en effet des problèmes géopolitiques, c'est-à-dire que la France se met à combattre, à se positionner comme vassal des États-Unis d'Amérique et à livrer des guerres qui sont des guerres illégales au regard du droit international dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient ou d'Afrique. Voilà. Il y a une discipline qui s'appelle le droit international. Le droit international, c'est pas fait pour les chiens, c'est fait pour les nations, pour les États. C'est une discipline qui est apparue progressivement à partir du XVIIe siècle. La France, normalement, était la championne du droit. Maintenant, nous sommes, derrière les États-Unis, en train de commettre des guerres néocoloniales, des guerres illégales. Par exemple, pour intervenir militairement dans un État étranger, il n'y a que deux possibilités pour intervenir militairement conformément au droit international. Soit le pays les autorités reconnues légitimement par l'Organisation des Nations Unies du pays en question vous appellent au secours. Actuellement, par exemple, en Syrie, le régime de Bachar el-Assad est reconnu internationalement à l'ONU par l'ONU. L'ambassadeur du Syrie à l'ONU, c'est un ambassadeur qui a été nommé par Bachar el-Assad. Donc, lorsque Bachar el-Assad demande un appui d'une puissance étrangère, ça c'est conforme au droit international. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la Russie, en ce moment, quand elle intervient suite à une demande de Bachar el-Assad, elle intervient conformément au droit. La deuxième possibilité, c'est que vous allez, contrairement à ce que souhaitent les dirigeants du pays en question, mais parce que vous avez un feu vert du Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, ni les États-Unis, ni l'OTAN, ni les pays de l'OTAN, ni la France n'ont ce feu vert et n'ont pas non plus Alors pourquoi la France s'est engagée? La France, elle est engagée parce que, alors ça fait référence, je vais vous faire référence à nos analyses depuis bien longtemps. Les analyses que nous avons, c'est que nous ne sommes plus un pays souverain et indépendant. Nous sommes dans l'Union européenne. L'article 42 du traité de l'Union européenne nous place sous la tutelle de l'OTAN. Et en plus de ça, effectivement, nous sommes dans l'OTAN. Mais il y a un ou deux pays, trois ou quatre dans l'Union européenne qui ne sont pas dans l'OTAN. Ils sont qui ont proclamé leur neutralité. C'est le cas notamment de la Suède et de la Finlande. Mais tous les autres, ou à peu près, il y a également l'Autriche qui ne sont pas dans l'OTAN. Mais nous sommes, notre politique étrangère et de défense est placée sous la tutelle de l'OTAN par l'article 42 du traité de l'Union européenne. De telle sorte que, à supposer même qu'on n'y soit pas, si on restait dans l'Union européenne, on serait contraint par les traités européens à adopter la même diplomatie et les mêmes interventions militaires que les autres qui, eux, sont dans l'OTAN. Voilà. Donc, malheureusement, nous sommes entraînés contre la volonté du peuple français. D'ailleurs, on ne lui a rien demandé. On est entraînés dans des guerres qui sont décidées par on ne sait pas qui, ou plus exactement, qui sont décidées par une oligarchie euro-atlantiste dont l'épicentre se situe à Bruxelles et à Washington, et nous sommes entraînés dans des guerres illégales. Voilà. Le résultat des courses, c'est que il y a effectivement les jeunes paumés dont je te parlais tout à l'heure, j'ai oublié de préciser, qui sont gavés par ailleurs d'une société où ils voient en permanence une hyper-violence. Qu'est-ce qu'on voit à la télévision? Qu'est-ce qu'on voit au cinéma, si ce n'est que de l'hyper-violence? D'ailleurs, la société américaine est une société hyper-violente où l'on passe son temps à tirer dans le tas. Il y a un site qui s'appelle Mass Shooting, je crois, .us, qui est un site américain qui relève le nombre de tirs d'armes à feu qu'il y a chaque jour aux États-Unis. Je le regardais il y a quelques jours. Depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant, il y a eu plus de 40 000 personnes qui ont été tuées ou blessées aux États-Unis par des tirs. Et il y a sur les tirs ce qu'ils appellent les mass shootings, c'est-à-dire que lorsqu'une personne tire sur plus de quatre autres personnes, en dessous c'est quasiment de la broutille, mais si vous tirez sur plus de 4 ou 5 personnes, eh bien, ça s'appelle mass shooting. Il y en a actuellement recensé, je crois, plus de 290 depuis le 1er janvier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, c'est cet anti-modèle de société que l'on propulse. Et profitant du désarroi, de la faiblesse intellectuelle peut-être, ou de la manipulation mentale, eh bien, certaines forces sont en train d'embrigader des jeunes des banlieues, qui d'ailleurs sont partis, comme vous le savez, en Syrie. Et on se retrouve avec un problème énorme sur les bras maintenant, que nul ne sait en fait gérer. Alors, François Hollande a déclaré que nous étions en guerre. Alors, je vous pose la question, François Asselineau, est-ce que nous sommes en guerre? Alors, ça me fait penser, François Hollande dit ça, mais ça me fait penser à ce que disait François Mitterrand à Georges-Marc Benabou. Dans le dernier Mitterrand, il avait dit « La France est en guerre, les Français ne le savent pas. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde ».
Il faudrait savoir si c'est François Mitterrand qui disait que la France était en guerre avec les États-Unis sans que les Français ne le sachent. Est-ce que c'est lui qui avait raison ou est-ce que c'est François Hollande qui dit qu'on est en guerre et on est en guerre contre qui? D'ailleurs, on ne sait pas très bien. Contre l'État islamique, c'est ça, je suppose. Justement, j'allais vous demander, vous faites l'enchaînement. On est en guerre contre Daesh, c'est l'ennemi désigné. Mais qui est Daesh? Parce que pour faire une guerre contre un ennemi, encore faut-il connaître cet ennemi qui reste assez insaisissable, incompréhensible pour beaucoup. Alors il est Daesh, il est l'État islamique, voilà. Il est Nosra, il est ISIS. Personne n'y comprend rien. Peut-on identifier Daesh? Alors, d'abord, personne n'y comprend rien. Moi, vous savez, comme De Gaulle dans les Mémoires de guerre dit, vers l'Orient compliqué, je partais avec des idées simples. Il faut avoir des idées assez simples. Premièrement, il faut regarder là-dedans qu'est-ce que c'est que ce prétendu État islamique, où est-ce qu'il se situe? C'est un truc qui est composé de bandes d'assassins qui se situe quelque part entre la Syrie et l'Irak et qui sur un territoire qui est complètement enclavé. Un territoire enclavé, moi la première question qu'il faudrait se poser, c'est d'où vient l'argent? C'est ça. Alors, qui arme et qui finance, qui manipule ces exécutants qui arrivent en France pour commettre ces attentats, puisque finalement c'est une armée, nous dit-on, une armée parallèle ou de mercenaires, je ne sais pas. Mais ceux qui commettent ces attentats sont des exécutants, ce sont les soldats. Ce qu'on appelle assez familièrement, pardon du mot, mais la chair à canon. Donc ce que nous voyons qui sont donnés à voir, ce sont ces soldats. J'imagine mal que des beurs de banlieue qui sont aujourd'hui recherchés par la police actuellement, sont à l'origine de cette guerre. Donc, qui arme, qui finance, qui manipule, qui imagine les scénarios de ces attentats? Alors, nous avons fait un communiqué de presse après ces événements qui reprend d'une certaine façon les communiqués que nous avions faits le 7 janvier dernier après les attentats contre Charlie Hebdo et contre l'épicerie Cachet. La première des choses que nous on dit, c'est qu'on distingue les meurtriers des commanditaires dont on demande la recherche. Et il n'y a jamais la recherche des commanditaires. Ça, je vous pose la question. Nous demandons également que de tout faire pour qu'on arrête les meurtriers vivants. Et à chaque fois, malheureusement, ils sont tous morts. Donc là, le fait même que tous les parties prenantes soient décédées éteint l'action publique. Donc on ne part jamais à la recherche des commanditaires. C'est ce que les Français comprennent pas d'ailleurs. Bien sûr. Quelle que soit leur origine ou leur confession, c'est qui sont ces personnes, quels sont leurs messages et pourquoi ne sont-ils jamais mis en scène? Lorsque j'ai été invité chez Ruquier à On n'est pas couché, une émission il y a un peu plus d'un an, émission d'ailleurs où on a retiré des 2/3 de ce que j'avais dit, c'est ça la démocratie en France, eh bien j'avais indiqué c'est plutôt ça les émissions qui ne sont pas en direct comme la nôtre, François Asselineau. Non, mais je parle pas de vous, c'est une émission qui n'est pas en direct, donc effectivement quand il y a un montage... Oui, d'accord, mais enlever les 2/3 de ce qu'on dit, c'est quand même beaucoup. Je ne suis pas le porte-parole de Ruquier, vous l'aurez compris, mais je tiens à préciser. En attendant, j'avais dit lors de cette émission, que derrière l'État islamique se cachait notamment le salafisme, le wahhabisme, l'Arabie saoudite, le Qatar et probablement la Turquie. Parce que il y a 3 grands pays qui entourent cette affaire. C'est la Turquie, c'est l'Arabie saoudite et c'est Qatar, qui n'est pas un grand pays, mais qui est un pays qui a énormément d'argent. Et d'ailleurs, ces 3 pays, que je sache, l'État islamique ne s'en prend pas à eux. C'est assez curieux. On se demande bien pourquoi le prétendu État islamique ne va pas commettre des bombes à Doha ou à Jeddah ou je ne sais pas où. Donc, il y a derrière tout cela des puissances qui sont, en fait, c'est un secret de Polichinelle, sur les relations plus qu'ambiguës qui existent entre la Turquie, qui semble-t-il est l'endroit par lequel transite le pétrole vendu par Daesh aux puissances occidentales, parce que l'argent il vient de Daesh, il vient du pétrole qui est exporté vers l'Occident et il vient du pillage des musées qui sont vendus à des collectionneurs occidentaux. C'est pas moi qui le dis, c'est l'UNESCO soi-même, un organisme des Nations Unies. Et tout est vendu de façon illégale. Bien sûr, pétrole et voilà. Qui est allé récemment en Arabie Saoudite, c'est quand même notre président de la République. Donc en réalité, nous avons affaire à quelque chose qui sue la manipulation, ou en tout cas des choses particulièrement nauséabondes, tant qu'il n'y aura pas une clarification exacte des liens qu'il peut y avoir entre l'État islamique, la Turquie ne l'oublions pas, mais aussi l'Arabie saoudite et Qatar, eh bien il va y avoir une atmosphère de plus en plus empoisonnée en France. Et ce qui est vous ne sentez pas une inflexion
C'est pas pour reprendre le terme de M. Sarkozy, mais enfin, de la politique étrangère française qui était justement pointée du doigt dans ce double jeu, hein, vis-à-vis des intérêts financiers avec ces pays que vous citez, dont on sait très bien qu'ils arment et qu'ils financent Daesh. Voilà, c'est vrai que ce double jeu est compliqué. Est-ce que là, vous sentez qu'une inflexion, étant donné les frappes, est-ce qu'elle frappe Daesh, par exemple? Est-ce qu'on est sorti du conflit? Faut-il être tapé Bachar al-Assad ou Daesh? Est-ce que ça vous paraît clarifié ou en voie de clarification? Moi, je ne suis pas. Quel est l'ennemi? Je n'ai pas assisté aux bombardements, les derniers qui viennent d'avoir lieu, paraît-il, sur Raqqa. Je n'en sais rien. Moi, l'inflexion que je vois, en tout cas, en ce moment, c'est ce qui se passe en France métropolitaine. L'inflexion que je vois, et j'espère qu'on va en parler, c'est que le président de la République et le Premier ministre ont refusé d'annuler les élections régionales qui ont lieu dans 19 jours, dans moins de 3 semaines. Mais qu'elles sont maintenues. Voilà, qu'elles sont maintenues. Il a refusé de les annuler, mais moyennant quoi, l'état d'urgence fait que désormais, toutes les grands médias ont été verrouillés et il est impossible de tenir des réunions publiques. Je devais en tenir une ce soir à Bondy. Il y a eu un arrêté préfectoral qui interdit toutes les réunions publiques. En d'autres termes, si ça se passait en Russie ou en Chine, n'est-ce pas? Parce que pendant ce temps-là, certes, nous, on ne peut pas faire campagne. On nous dit, paraît-il, que c'est pour respecter les victimes. Mais moi, j'estime que la meilleure façon de respecter les victimes, c'est justement de maintenir la démocratie. C'est qu'il y ait des comptes que l'on demande aux dirigeants du pays. Actuellement, on voit quoi à la télévision? On voit Monsieur Hollande, Monsieur Valls, et puis les dirigeants du PS. Par exemple, Monsieur Barthelone, qui est candidat pour la tête de liste Île-de-France. On les voit plastronner à la télé. On voit également les Républicains et le Front National. Tout ce petit monde s'exprime sur les questions concernant la géopolitique internationale. Et les autres partis politiques, et en particulier le nôtre, nous n'avons plus rien. Nous sommes complètement verrouillés. C'est une honte. C'est une véritable manipulation. Et au-delà de ces élections régionales, il y a un autre phénomène très grave. C'est que vous avez vu la décision annoncée par M. Hollande qui a réuni en congrès quelques jours. Enfin, excusez-moi, mais les cadavres sont encore chauds que le président de la République se permet de proposer une réforme de la Constitution. J'allais vous le demander. Êtes-vous d'accord avec l'état d'urgence 3 mois et la refonte de la Constitution? Alors, l'état d'urgence, je ne suis pas un spécialiste des questions de sécurité. Il ne me paraît pas choquant qu'un état d'urgence ait été appliqué en Île-de-France. C'est là où les faits se sont produits. De là à l'appliquer sur l'ensemble du territoire de la République, enfin en tout cas la France métropolitaine, Corse comprise, je trouve que ça fait déjà beaucoup. Je rappelle qu'en 2005, c'était la dernière fois qu'il y a eu l'état d'urgence, c'était pour les problèmes dans les banlieues. Il y avait eu 25 départements qui avaient été sélectionnés. Là, c'est une centaine de départements, c'est toute la France métropolitaine et la Corse. J'ajoute qu'on a vu un état d'impréparation incroyable. Le président de la République a dit on fermeture des frontières. Mais comment peut-il fermer les frontières? Il n'y a plus aucun. Il n'y a plus aucune guérite nulle part quand vous voulez passer de France en Belgique. Le simple fait déjà d'envoyer un certain nombre de gendarmes mobiles ou de policiers de l'air et des frontières, etc. le long de la frontière belge, les gens avaient déjà pu repartir, ce qui d'ailleurs c'était le cas. Donc en fait, on a un état d'impréparation complet. On en profite pour instituer un état d'urgence dont on nous annonce maintenant que ça va durer 3 mois. Mais pourquoi pas aussi 30 ans? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faudrait un état d'urgence européen, François Asselineau. Parce que j'entends qu'il y a des arrestations en Angleterre, en Belgique, en Italie, en Allemagne, donc en Espagne. Donc je veux dire, aujourd'hui, c'est toute l'Europe qui s'agite. Donc oui. Est-ce que ça a un intérêt de le faire en Île-de-France, voire même au niveau national? Est-ce qu'il ne faudrait pas être un cran au-dessus? Mais attendez, il n'y a pas d'état d'urgence dans les pays que vous avez cités, et puis on peut... Non, mais vous l'aurez compris, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, on met toute l'Europe en urgence, parce qu'a priori, ça va dans tous les sens. Là. Non, mais attendez, il faut quand même pas non plus exagérer. Il y a eu des attentats absolument dramatiques, et je tiens ici à rendre... Comme tout le monde, nous avons été extrêmement bouleversés par ça. Moi, je connais quelqu'un qui a été un professeur de mon fils qui est mort dans ces affaires, qui se sont déroulées d'ailleurs tout à côté de chez moi. Donc nous sommes comme tout le monde particulièrement concernés. Les habitants de Paris, en particulier du 11e arrondissement où j'habite, on est particulièrement touchés. Bon, mais cela étant, il faut quand même raison garder. On ne va pas non plus basculer dans une société généralisée de surveillance. D'ailleurs, je vais vous faire remarquer quelque chose, c'est que on allait voir ce qu'on allait voir. Après les attentats Mohamed Merah, on a pris des mesures d'urgence, renforcer la sécurité. Après les attentats du 7 janvier, de nouveau les mesures sécuritaires. Et maintenant, on nous dit quoi? De nouveau des mesures sécuritaires. Il n'y a pas de garantie anti-attentat, même dans les États les plus
les plus férocement policiers. Regardez, même sous l'Allemagne hitlérienne, il y a eu un attentat contre Hitler, il y avait des attentats. Bon. Donc ça veut dire que même un État extrêmement policier ne peut pas garantir l'absence d'attentats. Il faut donc quand même rechercher aussi d'où viennent ces attentats, et il faut quand même se poser la question de savoir quelle est la politique diplomatique et militaire menée par la France, sans que les Français n'aient eu à en débattre, sans d'ailleurs même que le Parlement français n'ait eu à en débattre, parce que nous sommes dans un univers où les dirigeants français piétinent allègrement tous les principes fondamentaux de la République française et de notre Constitution. Avant d'entrer en guerre contre un État, normalement, il doit y avoir un débat à l'Assemblée nationale. Justement, je voulais vous demander, est-ce que la sécurité, la réponse sécuritaire est une réponse à la guerre contre Daesh? Vous venez quasiment d'y répondre, parce que c'est la réponse que le gouvernement nous fait pour l'instant. Et est-ce que les mesures qui ont été prises vous paraissent bonnes? Écoutez, il va se passer la même chose que les autres fois. C'est-à-dire qu'on va avoir, comme on le voit en ce moment, des gens, des forces de l'ordre qui vont circuler, qui vont faire du rodéo. 115 000 voilà, pendant, militaires et policiers vont... Ça va durer une semaine, 15 jours, 3 semaines. Et puis progressivement, les choses vont reprendre leur cours. La France n'a pas de marge de manœuvre budgétaire. Est-ce que la réponse n'est pas politique? La réponse, on est dans le traitement des effets, des conséquences. Voilà, il faudrait déjà savoir, à la racine. On en a parlé tout à l'heure, d'où viennent ces phénomènes. J'aimerais, moi, que l'on demande à Monsieur Hollande, à Monsieur Fabius, qui disait il y a quelques mois de cela que Al-Nosra faisait du bon boulot. Je rappelle que ce gouvernement a balancé des armements, a fourni des armements aux terroristes qui combattaient le régime de Bachar el-Assad. Il faudrait qu'il y ait que le président de la République passe à la question et réponde aux Français, qu'ils puissent lui poser les vraies questions. Voilà. Quels sont les liens qu'il y a entre l'Arabie Saoudite et Daesh, entre le Qatar et Daesh, entre les États-Unis et Daesh, entre la Turquie et Daesh, et qu'est-ce que nous on fait là-dedans? En quoi est-ce que c'est conforme aux intérêts de la France? Parce que revenons quand même avant tout ça. La vente d'armes? Oui. Peut-être que l'intérêt c'est la vente d'armes. Revenons avant tout ça. Il y a 20 ans, on n'avait pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'origine de l'origine? C'est quand même les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Suite aux attentats du 11 septembre, les Américains ont dit qu'ils allaient remodeler le Moyen-Orient. Et donc ça a été une politique dite de remodelage du Moyen-Orient. Je montre ça dans certaines de mes conférences, où on a des espèces de docteurs fol-amour, vous savez, des dingues en fait, qui se sont dit on va charcuter tous ces États. On y ajoute par ailleurs la politique constante des Anglo-Saxons et notamment des Américains qui s'appelle divide and conquer, c'est-à-dire on pulvérise les États-nations qui résistent à l'empire euro-atlantiste. Le résultat, c'est qu'on a pulvérisé l'Afghanistan, l'Irak, la Somalie, le Soudan, la Libye, la Syrie, l'Ukraine. D'ailleurs, c'est une politique qui ne s'arrête pas aux frontières de la France. On aura peut-être l'occasion d'en parler, parce que maintenant, sur la liste, c'est les pays occidentaux, les pays d'Europe qui vont y passer avec la fragmentation prévue par ces forces qui tiennent l'Union européenne. Donc, face à ça, on a affaire à des gens qui ont ouvert une boîte de Pandore terrifiante. Certes, le régime de Kadhafi n'était sans doute pas un régime très démocratique. Certes, le régime de Saddam Hussein n'était pas un régime démocratique. Il avait utilisé du gaz sarin contre ses populations. Il y avait eu 5500 morts. Ça, c'est tout à fait exact. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Irak depuis l'intervention? On en est à 1 300 000 morts. Qu'est-ce qu'est devenu la Libye depuis la destruction du régime de Kadhafi? Qu'est-ce qui est devenu la Syrie depuis que ça a été déstabilisé? Qu'est en train de devenir l'Ukraine depuis que ça a été déstabilisé? C'est bien pire parce qu'on ouvre une boîte de Pandore et on laisse les seigneurs de la guerre maintenant diriger leur... Alors, dans ce genre de situation, vous avez effectivement prolifèrent tous les terrorismes, toutes les criminalités. C'est quelque chose de terrible. C'était des régimes qui étaient des régimes dictatoriaux, c'est vrai, mais qui ne sont pas plus dictatoriaux d'ailleurs que l'Arabie Saoudite ou le Qatar ou le Bahreïn que l'on soutient, que les États-Unis soutiennent bec et ongle. Quant à la démocratie, d'ailleurs, en Occident et aux États-Unis, les gens qui sont depuis 14 ou 15 ans à Guantanamo sans procès, et puis moi je constate au jour le jour comment en France on interdit à un parti politique de facto d'avoir accès à tous les grands médias du pays. Je le constate constamment. Je constate même que la campagne électorale actuellement, c'est une honte. D'ailleurs, nous allons nous porter devant des organismes internationaux pour essayer d'avoir des observateurs internationaux. La situation de la France est en train de devenir une dictature. Et je pèse mes mots. Bougez Mahadri sur Radio Soleil, Soleil Politique. Voilà,
Une très courte pause pour accueillir, on en profite pour accueillir Pascal Coupé, conseiller municipal UDI de Pierrefitte-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Alors bonjour. Pascal, je te laisse intervenir. Oui, j'ai écouté avec très attention les interventions de M. Asselineau. Mais alors, j'ai l'impression d'être né un peu dans la théorie du complot. Hein, c'est-à-dire que tout le monde il est méchant. Il y a certaines choses, je suis tout à fait d'accord avec vous en ce qui concerne les problèmes géopolitiques au niveau du Moyen-Orient, parce qu'il y a quand même un certain nombre de points à lever. Mais par contre, moi j'aimerais savoir qu'est-ce que vous proposeriez par rapport à tout ça justement. À part le constat, à part ce constat-là que vous faites, qu'est-ce que vous proposeriez par rapport à ça? Alors d'abord, je voudrais réagir sur la formulation que vous avez dite de théorie du complot. C'est volontaire. J'aimerais savoir en quoi est-ce que nous avons formulé la théorie du complot et qu'est-ce que c'est pour vous la théorie du complot. Je voudrais signaler à ce propos, et j'attire l'attention de tous les auditeurs et tous les gens qui veulent bien m'écouter, sur ce qui s'est passé au mois de juillet de l'année dernière, je crois de mémoire que c'était le 21 juillet 2014, dans le journal Le Monde. Vous n'allez pas me dire que le journal Le Monde est un journal complotiste. Le journal Le Monde a fait état d'un rapport de plusieurs centaines de pages qui a été édité par une organisation non gouvernementale américaine qui s'appelle Human Rights Watch. Un travail très approfondi qui a été fait par notamment des universitaires, d'où il ressortait que dans un très grand nombre de cas d'attentats dits islamistes, c'était en fait le FBI qui était derrière. Et le FBI profitait du manque de discernement, de caractère paumé de certaines personnes pour leur donner de l'argent, leur donner des armes, les droguer et les inciter à aller commettre des attentats. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le journal Le Monde du 21 juillet 2014. Ça a été repris par France 2, et vous avez une ONG qui a fait avec des universitaires, des chercheurs qui ont fait ça de façon très. Alors je ne dis pas que c'est ce que vont certains ONG. On a vu énormément d'ONG aussi qui nous ont sorti des rapports qui n'ont ni queue ni tête parfois, et qui sont malheureusement parfois repris aussi par des journaux, et que malheureusement c'est repris aussi dans les réseaux, c'est repris aussi. Enfin voilà, on a quand même pas mal de choses comme ça. On a quand même pas mal de choses comme ça. Dire qu'aujourd'hui d'une ONG, dire que le FBI paye effectivement finance des gens et puis en plus il les envoie, etc. Non, c'est bien de le dire. Mais bon, faut quand même amener d'autres preuves que des ONG, des ONG qui font des rapports sur un certain nombre d'éléments. Mais moi, ce qui m'intéresserait au-delà de tout ça, attendez, c'est quand même pas rien ce que je viens de dire. Excusez-moi, oui, mais bon, c'est quand même pas rien. Oui. C'est quand même pas rien. Je note donc que vous considérez, je considère rien. On va prévenir le journal Le Monde, donc il est complotiste et conspirationniste. Je pourrais aussi, vous devriez aller regarder par exemple sur notre site internet ou sur Google, quand vous voyez Madame Hillary Clinton elle-même, qui lors d'une audition je crois que c'était à la Chambre des représentants ou au Sénat des États-Unis, a dit que c'était les États-Unis qui avaient créé Al-Qaïda. C'est bien, elle est conspirationniste, elle est complotiste, et elle dit quoi, Madame? Elle a perdu la raison lorsque le Canard enchaîné. Madame Hillary Clinton, elle n'a pas dit que c'était les États-Unis qui avaient créé Al-Qaïda. Madame Hillary Clinton, elle avait dit que les États-Unis avaient financé effectivement des rebelles, dont Al-Qaïda. D'accord, pour effectivement Bachar al-Assad. La différence, elle est quand même énorme entre ce que vous dites et ce que elle a dit. Elle est quand même énorme entre c'est les États-Unis qui ont financé, qui ont limite la manière que vous dites. Et en plus, je suis pas pour effectivement le système un peu à l'américaine, mais au-delà de tout ça, faut justement faire attention aussi au niveau des mots, parce que vous maîtrisez les mots aussi bien. Non, je ne mange pas du monde. Vous expliquez, vous dites que Madame, à juste titre, que Madame Hillary Clinton a reconnu qu'elle avait financé Al-Qaïda, et vous trouvez que c'est très différent de ce que j'ai dit. Non, je suis désolé. Non, vous parlez de création. C'est différent. Mais c'est pareil. C'est pareil. Quand vous êtes au milieu du désert, si vous donnez de l'argent et des armes, vous créez quelque chose. Al-Qaïda existait, ils ont financé. Il faut savoir que Al-Qaïda a été alimenté aussi par les militaires de l'Irak aussi, puisqu'il y a une grande partie des Irakiens, des militaires irakiens qui ont rejoint Al-Qaïda parce que il y a eu effectivement une déstabilisation là effectivement de ce pays-là. Donc voilà. Après les moyens ils les ont trouvés aussi via les pays de l'Est aussi au niveau des armes, puisqu'il y a quand même beaucoup d'armes qui ont circulé au départ de ça. Et après il y a eu effectivement un financement parce que l'ennemi juré de tout l'Occident, c'était effectivement Bachar al-Assad. Voilà. Mais pourquoi d'ailleurs?
à votre avis? Pourquoi est-ce que Bachar el-Assad est devenu l'ennemi juré de l'Occident? C'est simplement parce qu'il y a derrière, ça sent le pétrole, parce que derrière, il s'agit notamment de faire transiter le pétrole qui pourrait aller en Europe et qui pourrait contourner la fourniture par le pétrole, le gaz russe. On est dans la grande géopolitique, et face à ça, si vous voulez, les grandes théories sur les droits de l'homme ne pèsent rien. Je peux vous assurer que pour ce qui me concerne, moi je suis allé en Syrie il y a une vingtaine d'années. Je peux vous assurer que c'était un pays, c'était pas sous Bachar el-Assad, c'était sous l'égide de son père. C'était un pays qui était bien entendu une dictature, mais encore une fois pas pire, même bien moins pire que l'Arabie Saoudite, qui est soutenue à bout de bras par les Occidentaux. En Syrie, sous le régime, ce sont des régimes laïques que les Américains ont voulu détruire, des régimes laïques de parti basse, inspirés largement de la laïcité à la française, pour promouvoir le wahhabisme et le salafisme, qui sont une lecture qui ne représente pas plus de 10% d'ailleurs des croyants de l'islam, une lecture complètement rigoriste et complètement critiquée d'ailleurs par beaucoup de savants musulmans eux-mêmes, une lecture complètement déconnectée des réalités que font ces pays, et qui amène l'Arabie Saoudite à avoir un régime de nature médiévale. C'est ça que soutiennent actuellement les pays occidentaux, je suis désolé de vous le signaler. Ah non, mais là je suis d'accord. Attendez, parce qu'on l'a dit dans d'autres discussions. Effectivement, c'était pas un problème pour moi à ce niveau-là. C'est effectivement que c'est des pays qui étaient effectivement soutenus par les occidentaux. Mais après, faire effectivement, excusez-moi, mais un certain amalgame, pas un amalgame, mais utiliser certains mots ou utiliser certaines définitions pour justifier un positionnement. Là, effectivement, je pense qu'il faut un peu, à mon avis et à ce que je sais aussi, rééquilibrer les choses, puisque et c'est pour ça que je parlais en introduction de théorie du complot, parce que moi j'estime qu'il y a un certain nombre de choses qui sont mal dites et donc et qui laissent penser que tout le système occidental est là-dedans. Même si effectivement il y a énormément de choses qu'on a à dire par rapport au système occidental. Je ne peux pas laisser dire ce qui vient d'être dit, parce que c'est une façon désormais de frapper de sidération tout débat en France. C'est que dès que vous commencez à rechercher les choses, à citer les études les plus sérieuses, Interpol, des universitaires, etc., dès que ça n'est pas conforme à la doxa, on vous sort théorie du complot et amalgame. Vous savez que cette idée de théorie du complot a été elle-même bâtie par la CIA, on a d'ailleurs toutes les preuves, pour essayer de contredire les rumeurs insistantes qui circulaient sur l'affaire de l'assassinat de Kennedy. Désormais, en France, dès que vous commencez à dire des choses qui ne sont pas conformes à la doxa dominante, à ce qui est le périmètre est très étroit de ce qui est autorisé sur les grands médias du pays, on vous taxe de théorie du complot, vous n'avez plus le droit de parler. Eh bien, figurez-vous que ça marche de moins en moins. Parce que les Français sont pas bêtes. Les gens sont pas stupides. Ils vont se documenter sur Internet de plus en plus. Et puis, justement, Internet a révolutionné la chose. Bien entendu. Il y a un contact direct entre le citoyen et les élus ou les experts. Alors, je sais que monsieur va me dire qu'on trouve tout sur Internet, mais c'est vrai qu'on trouve tout au contraire. Mais qu'est-ce qu'on trouve sur les médias, les grands médias? Sur les grands médias, on trouve essentiellement de la propagande et des mensonges. Voilà la réalité de la situation. Alors rapidement, Amel, parce que on fait signe qu'on va marquer une pause. Voilà, juste pour finir sur une note peut-être un peu plus constructive, pour pas dire positive, est-ce que la solution est d'aller vers une coalition internationale élargie pour lutter contre Daesh? Par exemple, les Russes avec peut-être les Américains. On a vu Obama et Poutine parler en tête-à-tête hier. La France, l'Iran, déjà la première chose à faire, plus nombreux contre Daesh cette fois. La première chose à faire, ce serait déjà d'interdire à l'Arabie Saoudite, au Qatar et à la Turquie de financer, d'acheter quoi que ce soit à ces assassins. Premièrement, et que toute personne qui achètera du pétrole ou qui achètera des œuvres d'art ou n'importe quoi à Daesh soit immédiatement poursuivi et mis et un crime puni de 30 ans de prison. On verra ce qui commencera par se passer. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous faites, Poutine, en marge du G20, a dit que 40 pays finançaient ces pays, dont certains du G20. Allez, on va être obligé de marquer une pause. Mais Poutine doit être encore... Bougez Mahadri sur Radio Soleil, Soleil Politique. Allez, de retour en studio en compagnie de François Asselineau. Bonsoir François. Rebonsoir. Oui. En compagnie d'Amel Arfaoui. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et puis de Pascal Coupé qui nous a rejoint et
Qui a presque fâché François Asselineau? Non. Moi, je pose des questions bêtes. Je l'ai agacé. Parce que c'est les mêmes discours, j'imagine, que vous entendez toujours. Mais parce qu'on entend toujours ça. C'est la répétition pour vous. Ça empêche les gens de réfléchir. Non, je veux pas accepter ça. C'est pas un discours. Si, ça empêche les gens de réfléchir. D'ailleurs, puisqu'on en est, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Non, mais je pense que c'est ce qu'il est. Je vais vous dire quelque chose qu'il faut là aussi que tout le monde réfléchisse. Dans la Constitution de la Ve République, telle qu'elle a été ratifiée par 82% des Français en 1958 dans la version de Charles de Gaulle, il y avait un article 68 qui précisait le crime de haute trahison du président de la République et qui précisait également ce qu'était le crime de complot contre la sûreté de l'État. Ça, c'était des formulations qui avaient été mises dans la Ve République par Charles de Gaulle. Eh bien, figurez-vous que ces deux crimes ont été retirés de notre Constitution. Le crime de complot contre la sûreté de l'État a été retiré par une loi constitutionnelle en 1993, c'est-à-dire 8 mois après la ratification du traité de Maastricht, par, vous savez, une espèce d'accord entre la gauche et la droite. Les Français n'ont pas vu le coup passer. Et le crime de haute trahison a lui aussi été retiré en début 2007, là aussi par une prétendue modernisation de la Constitution. Alors la question que les auditeurs doivent se poser, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut avoir une idée derrière la tête pour retirer de la loi fondamentale de la France le crime de complot contre la sûreté de l'État et le crime de haute trahison? Au passage, d'ailleurs, l'histoire du monde n'est faite que de complots. D'ailleurs, les versions qui circulent bien sûr, le 11 septembre, c'est un complot. Il y a des complots partout, c'est ce que voilà, je disais. Donc ça suffit de cette espèce de théorie du complot. Exactement. Là, vous êtes en train de confirmer, c'est que faut savoir que quand le président de la République, enfin le général de Gaulle, enfin quand il y avait ces lois-là, c'était véritablement par rapport à une situation historique de l'époque, parce que il y avait effectivement un très gros risque de complot. La preuve en est, puisque le général de Gaulle, il y a eu un complot contre lui, et il y a eu des tentatives de complot à cette époque-là. Des tentatives d'assassinat très nombreuses, d'ailleurs organisées par la CIA. Donc, tout le monde maintenant est au courant. La CIA. Mais est-ce que l'État français, comme tout État souverain actuellement, n'est pas finalement aux prises d'une situation complexe et géopolitique, et économique, et sociale, et spirituelle, et philosophique? Est-ce que cet État français n'est pas simplement pris dans une situation complexe et qui le mène à jouer un petit peu, à passer entre les lignes, j'allais dire, pour essayer de gérer au mieux les intérêts de la France, plutôt que d'être dans le blanc ou dans le noir? Non, attendez. Bien sûr que, attendez, la situation d'un État, c'est toujours quelque chose de compliqué aujourd'hui. Mais pas spécialement aujourd'hui. Ça n'enlève en rien les failles. Il faut rester vigilant, nous sommes en démocratie, ça n'enlève en rien. Mais est-ce que c'est pas la situation compliquée du monde? Déjà, la République française, contrairement à ce que vous avez dit, n'est plus un État souverain. La République française n'est plus que désormais un État vassalisé, qui ne possède plus son droit de battre monnaie, qui ne possède plus son droit de fixer sa diplomatie et son armée, qui ne possède plus... Qui rend les choses plus difficiles. Oui, mais justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons la solution. Il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ça fait 8 ans et demi, vous me reconnaîtrez en tout cas la constance, ça fait 8 ans et demi que je le dis, que j'ai créé un mouvement politique, et de plus en plus de Français commencent à se rendre compte que c'est en effet la seule solution. Je ne dis pas que c'est une solution qui va régler tous les problèmes d'un seul coup. Bien entendu, comme disait Charles de Gaulle, les problèmes, on vit avec. Mais ce que je peux affirmer, c'est que si nous ne sortons pas au plus vite de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, la situation que nous connaissons va s'aggraver dans tous les domaines, et en particulier, je suis très inquiet, ce sont les libertés publiques, c'est la démocratie qui est en train d'être détruite en France. J'y reviens constamment. Nous sommes actuellement dans une situation, c'est du jamais vu dans l'histoire des républiques. Il va y avoir des élections dans moins de 3 semaines. Nous sommes en état d'urgence. L'état d'urgence signifie que le gouvernement a le droit de monopoliser tous les médias, ce que d'ailleurs il fait, et d'interdire les réunions publiques, ce que d'ailleurs il fait. Ça se passerait en Russie avec Poutine ou en Chine avec le président Xi Jinping. Qu'est-ce qu'on n'entendrait pas dans les grands médias? Je suis désolé, nous sommes dans une situation de dictature qui ne dit pas son nom. Alors, peut-être un point positif concernant l'Europe. Justement, ce matin, Jean-Yves Le Drian a demandé aux représentants de la défense des pays de l'Union européenne qu'ils aident la France dans les opérations extérieures, et ils apportent un soutien unanimement à cette demande.
Oui, ben ils Donc vont c'est pas. bien, l'Europe, c'est aussi la solidarité. Mais non, mais ça, ils vont, mais ça, c'est ce que les Anglais, les Anglo-Saxons, ils ont un mot assez drôle pour décrire ça. Ça s'appelle lip service, c'est-à-dire le service des lèvres. C'est-à-dire que ça ne mange pas de pain de dire ça. On a vu aussi Monsieur Kerry qui est arrivé. Alors voilà, on va renforcer la coopération, enfin, entre les États-Unis et la France. Mais ils avaient déjà dit la même chose le 7 janvier. À chaque attentat, ils nous sortent le même truc. Le problème, c'est que à l'intérieur, le 7 janvier, ils avaient fait aucunement la demande parce que c'est une demande là officielle et de manière parce qu'il y a un article exprès qui est fait pour. Et là, ils l'ont sorti. Là, effectivement, on va voir ce que ça va donner, puisque là, on a pris et de la souplesse dans le déficit aussi. Voilà. Et là, ils vont prendre. Alors, je ne défends pas les socialistes, hein, bien évidemment, aussi. Donc, je vous rassure. Mais par contre, là, ils vont les mettre au pied du mur et a priori, hein, je dis bien pour l'instant, a priori. Tous les pays européens ont dit OK, banco, on y va. Maintenant, on va voir ce qu'ils vont faire. Oui, on va voir ce qu'ils vont faire. Wait and see. Voilà. La France a un peu l'idiot utile de ce conflit. La France, en tout cas, n'est pas dirigée. Non, vous avez compris ma question. Comment ? Quand je dis la France n'est pas un peu l'idiot utile de ce conflit, c'est-à-dire qu'on a 28 pays dans l'Union européenne, il n'y a que la France qui se positionne et qui prend des risques, qui engage son pognon, son fric qu'elle n'a pas d'ailleurs. Ça c'est assez exact. C'est d'ailleurs, vous savez, c'est un phénomène. Il y avait le gendre de Churchill qui s'appelait Sir Christopher Soames, qui était ambassadeur des Royaumes-Unis en France en 1964, qui avait eu un mot très drôle une fois que je me permets de vous le dire. Il avait dit il faut toujours nommer, il avait un accent britannique, il faut toujours nommer un Français à la tête d'une organisation internationale parce que c'est le seul qui ne défend jamais les intérêts de son propre pays. Voilà. La réalité, c'est que nous avons la France, et sans doute cocorico, la France, et en particulier les dirigeants que nous avons, se complaisent à être les larbins numéro 1 de Washington, alors que d'autres pays, notamment les pays scandinaves, les pays de l'Est, sont quand même, enfin certains pays de l'Est, sont quand même par exemple à l'Italie, à l'Allemagne. Oui, mais parce que l'Allemagne défend beaucoup mieux ses intérêts. Les pays scandinaves, l'Angleterre, l'Allemagne défendent beaucoup mieux leurs intérêts nationaux que la France. La France est en train de détruire tous ses intérêts nationaux dans tous les domaines. Citez-moi un seul domaine dans lequel la construction européenne ait amélioré la situation en France depuis 20 ans. Que l'on ne me dise surtout pas l'Europe c'est la paix. Hein. On voit justement que l'Europe est en train de nous entraîner vers la guerre. Vous ne croyez pas en un autre scénario hors la sortie de l'euro, de l'Europe ou de l'OTAN qui paraît compliqué. Donc, pour être pragmatique, est-ce qu'un autre scénario, avec les alliances aujourd'hui, ne peuvent-elles pas évoluer au regard de la dimension globale et grave de ce qui se passe? Est-ce que ce Daesh, comme il a été financé, créé, inventé, je ne sais pas par qui, ne peut-il pas faire point commun, j'allais dire, pour que tous combattent et sortir de cette histoire. Vous n'allez pas me dire que des types qui sont des bédouins au fond du désert, n'est-ce pas, qui sont dans un truc enclavé, ne peuvent résister à une armada de la première armée du monde, et l'OTAN plus la Russie. Mais est-ce que l'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui... En l'espace de 7 ou 8 jours, on peut mettre Daesh à l'agonie, il suffit de lui couper les vivres. C'est quand même facile. Mais est-ce que ce scénario, vous n'y croyez pas? Ne serait-il pas possible? Quel scénario? De couper les finances de Daesh et de le faire disparaître. Si la coalition. Nous appelons de nos vœux. Oui, mais fait comment? Par qui? Est-ce que la coalition telle qu'elle peut se faire peut parvenir à bout de cette guerre pour qu'enfin on redéveloppe les économies? La France toute seule, elle peut pas couper les vivres de Daesh. Voilà, il faut une coalition. C'est une coalition qui Est-ce que c'est pas une solution? Je n'ai pas dit que la France toute seule pragmatique que de demander la sortie de l'euro. On mélange quand même un certain nombre de sujets. Quand nous disons qu'on veut sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est pas pour lutter contre Daesh. Daesh est un problème qui est un problème conjoncturel, si j'espère. Mais les problèmes de la France sont des problèmes dans tous les domaines. Bon, vous dites que c'est compliqué, mais ça n'a rien de compliqué. Enfin, il faut prendre des mesures. J'ai fait toute une conférence. Je renvoie les auditeurs au site upr.fr, ils le verront. J'ai fait toute une conférence pour expliquer comment on peut sortir de l'Union européenne et de l'euro par l'article 50 du traité de l'Union européenne et comment on peut sortir de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Maintenant, toutes les propositions qui consistent à dire on va faire autrement, une autre Europe, un autre truc, un autre ça, c'est ça qui ne peut pas marcher. D'accord, donc vous n'y croyez pas, c'est ça que je voulais savoir. Crois pas. Ça ne peut pas marcher. Non, ça ne peut statistiquement, mathématiquement, ça ne peut pas marcher puisqu'il faut l'unanimité des 28 États membres. Donc, il est l'unanimité sauf si on change la constitution aussi européenne. Non, mais il n'y a pas de constitution européenne, ça n'existe pas. Il y a des traités européens, et les traités européens, vous ne pouvez les changer qu'à l'unanimité. Les traités européens, on peut les changer effectivement qu'à l'unanimité, sauf si on change la constitution européenne aussi, d'accord, de manière claire,
et unanime. Excusez-moi, mais je ne peux pas laisser dire une pareille ineptie. Il n'y a pas de constitution européenne. Ça a été rejeté par les Français en 2005. Il y a des traités européens qui sont actuellement, on ne peut les modifier qu'à l'unanimité. Vous pouvez me dire qu'on va changer les traités pour que ça soit plus à l'unanimité, mais pour changer ça, il faudrait avoir l'unanimité d'accord pour faire tomber l'unanimité. Il y a une capacité politique. Il y a une capacité jamais l'unanimité. Non, ça c'est vous qui le dites. Il y a une capacité politique de pouvoir changer effectivement cette Europe là qu'on a effectivement. Écoutez, monsieur, ça fait 60 ans qu'on nous parle d'une autre Europe. Non, c'est statistiquement impossible. Ça aussi, c'est une réalité. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on parlait il y a des années qui sont arrivées aujourd'hui. C'était un autre socialisme. Non, mais c'est pas une question d'un autre socialiste. C'est que oui, c'est pas parce que ça fait 60 ans. Mais non, je suis pas du tout très pessimiste. Mécaniquement, les choses ne peuvent pas arriver. C'est extrêmement simple. Mais quelle est votre prospective alors? Mais quels sont les pays qui se portent le mieux en Europe? C'est la Suisse, la Norvège, l'Islande. Ce sont les 3 pays qui ne sont pas dans l'Union européenne ni dans l'euro. Est-ce que vous avez des attentats islamistes en Suisse? On peut pas mélanger la Suisse, on peut pas mélanger tous les pays que vous avez dit, puisque actuellement chaque pays européen, et c'est pour ça que ça fonctionne pas au niveau de l'Europe, dans l'Europe, chaque pays fonctionne avec leurs propres règles au sein de cette Europe. Donc on voit les différences sociales, les différences économiques, les différences de TVA, les différences de ceci, les différences de cela. Là effectivement l'Europe ne peut pas fonctionner. Mais si, c'est ça. Là l'Europe ne peut pas fonctionner correctement parce qu'on a systématiquement des déséquilibres au niveau de la TVA, au niveau des charges sociales, etc., etc. Ça, c'était le problème, et ça, c'est l'un des gros problèmes au niveau de l'Europe. Oui, mais donc, on peut pas dire, ça fait 50 ans on peut pas dire que on sort de l'Europe et que ça puisse changer les choses au niveau de l'Europe. Non, j'ai pas dit qu'ils vont justement. Écoutez, c'est comme si vous disiez, je vais être dans un immeuble où il y a 28 copropriétaires. C'est pour ça que je dis qu'au niveau de l'Europe, il faut une Europe politique. Non, mais arrêtez avec vos baratapis. D'ailleurs, je voudrais dire. Ça, c'est une chose. Non, mais ça, c'est une chose qu'il faut quand même admettre. Ça suffit. Je comprends pas. Écoutez, je vous admettre. Et une Europe politique, ça peut exister aussi. Si vous y croyez pas. Non, mais attendez. Laissez-moi parler. D'ailleurs, je ne vois pas ce que vous faites en fait dans cette émission, monsieur. Ah parce que oui. J'étais invité justement, et en tant qu'Européen, convaincu, c'est pour ça que là, effectivement, j'interviens. Non, mais vous n'êtes pas tête de liste aux élections régionales, me semble-t-il. Attendez. Vous n'êtes pas tête de liste aux élections régionales. Vous êtes un responsable politique. Oui, mais monsieur, figurez-vous que le mouvement auquel vous appartenez, l'UDI, qui est perclus d'ailleurs de scandales, de trafic, en tout genre, de gens qui sont mis en examen divers et variés, qui fait des alliances avec les Républicains, l'UDI, on les voit constamment sur tous les médias. Pour une fois que j'ai la possibilité, pour une fois que j'ai la possibilité de m'exprimer sur une petite radio de la bande FM, vous monopolisez la parole pour nous ressortir toujours le même baratin que nous entendons depuis 50 ans. Accepter qu'une seule vision. Il n'y a pas d'une. Désolé, invitez-moi, par exemple, que je puisse discuter avec les dirigeants de l'UDI, là, monsieur Habib Meyer, par exemple, n'est-ce pas, que je puisse discuter. Des dirigeants de l'UDI, comme dans n'importe quel parti, monsieur Jean-Claude Lagarde, etc. C'est Jean-Christophe Lagarde, que je puisse discuter avec lui sur TF1, d'accord. Bon, allez, on va marquer une pause, on se retrouve tout de suite après. Allez, de retour en studio en compagnie de François Asselineau, président de l'UPR, tête de liste de l'UPR au régional Île-de-France. Alors justement, j'avais oublié la devise tout à l'heure, c'était l'union du peuple pour rétablir la démocratie. Donc on serait presque à changer de sigle, ce serait UPRD. Monsieur François Asselineau. Oui, on peut dire ça si vous voulez, oui, mais enfin l'essentiel c'est qu'en tout cas notre démocratie elle est bien mal partie, n'est-ce pas? Et je réinsiste encore une fois pour les auditeurs qui arriveraient en cours de route, nous avons actuellement dans moins de 3 semaines une élection nationale et la plupart tout le débat politique est actuellement phagocyté par le Parti socialiste, les Républicains et l'UDI et puis le Front national. Voilà, donc ça. En compagnie Pascal Coupé de Amel Arfaoui. Donc on prend tout de suite les auditeurs, bien sûr vous pouvez réagir au 01 43 48 43 43 01 43 48 43 43 et on accueille tout de suite Aïssa de Paris. Aïssa, on vous écoute, merci d'avoir patienté. Oui, bonsoir à vous. Donc voilà, bonsoir à vous tous. J'ai pris un petit peu l'échange là entre vous là en cours. Moi j'avais une question à vous tous là. Je voulais savoir est-ce qu'il est possible en France qu'il pouvait y avoir un nouveau 18 novembre, 18 décembre. En tout cas, des personnalités politiques, je sais pas, moi, je penserais à De Villepin, je penserais à Juppé, à Bayrou. Précisez votre question, Aïssa. On comprend pas, là. Précisez votre question, Aïssa. Alors, ma question, est-ce qu'il y aurait un appel le 18 juin? Ça veut dire pour revenir à une politique française
fidèle à ses traditions jusqu'en 2007, parce qu'on va depuis 2007 il y a quelque chose qui est parti en vrille en France au niveau politique extérieur ou intérieur, parce que j'entendais un petit peu le commentaire des personnes qui présentes sur le plateau sur la perte presque de souveraineté avec l'histoire de l'OTAN et tout ça. Donc je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un nouvel appel du 18 juin voilà, par des vrais républicains qui remettent un petit peu la politique française, soit extérieure, soit intérieure, avec une certaine indépendance et pas de suivisme, ce qui se fait aujourd'hui avec bien sûr l'état d'urgence et tout ce qui se passe aujourd'hui. D'accord, merci Aïssa. François Asselineau va vous répondre. Oh, je dirais tout simplement, c'est une idée sympathique, généreuse comme ça, mais qui, dès qu'on connaît un petit peu la politique, ne peut pas fonctionner. Notre auditeur a cité quelques personnalités qui sont que tout sépare. Ils n'ont absolument pas les mêmes visions de ce que doit être la France, de ce que doit être la relation entre la France et l'Union européenne, la France et les États-Unis. Notre auditeur, par exemple, mentionne Monsieur Juppé ou Monsieur Bayrou, qui sont des gens complètement dans la main des États-Unis et de l'Union européenne. Comment peut-on, avec ça, avoir un discours commun? C'est non, et ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas possible. Allez, on va accueillir maintenant Malika. Bonsoir Malika. Oui, bonsoir, messieurs, bonsoir mesdames, et bonsoir Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Voilà, moi j'ai quelque chose à vous dire, mais je sais pas, moi, parce que j'écoute. Allez-y, on vous écoute, Malika, le temps est compté. Oui, merci beaucoup. Alors, j'aimerais bien savoir le mot Daesh, ça veut dire quoi? Parce que le mot Daesh, il n'y en a pas dans le monde arabe. Deuxièmement, c'est les Américains qui ont fabriqué le Daesh, qui ont ramené Malika, je suis vraiment, Malika, justement, Malika, je suis vraiment désolé parce que nous on voulait parler un peu de la campagne des régionales de France, parce que justement, l'UPR souhaite rester. La dame, elle dit, s'il vous plaît, monsieur, juste un mot. Alors un mot. La dame, elle a dit qu'il faut ramener les Arabes pour faire la guerre terrestre. Non, madame. Tous les hommes, ils sont morts maintenant, c'est fini, il reste plus rien. Bush, il a tué tout le monde. Merci Malika. Bon, allez, on continue je suis désolé, Malika, mais là, on essaie de sortir un peu de la géopolitique pour rentrer un peu dans le vif du sujet et parler du national, parler de la France. Et justement, François Asselineau expliquait qu'il comprenait pas trop qu'à une quinzaine de jours des élections régionales aujourd'hui, en fait, on est quoi? Je serais tenté de dire, on est entre deux chaises. On ne sait pas trop s'il faut aller voter, pas voter, la campagne est arrêtée. Alors, je vais vous raconter une anecdote. J'ai été invité par des journalistes de petites radios, de petites télévisions. Je ne prenais pas ça mal, au contraire, c'est la seule chose qui reste encore pour faire un petit peu la démocratie en France, ce sont des radios comme la vôtre, des radios communautaires. À chaque fois que j'ai été invité par les journalistes, ils m'ont demandé quel était mon programme régional. Et je leur ai dit, mais attendez, le programme régional, je vais vous en parler. Nous avons un programme régional, les auditeurs peuvent aller le voir sur notre site upr.fr. Mais j'ai dit, en fait, les Français s'en contrefichent. Et d'ailleurs, le soir du premier tour, le 6 décembre à 20h15, plus personne ne parlera du programme régional. Je disais ça même l'autre jour, j'étais sur Radio Campus le fameux soir du vendredi 13, quelques heures avant le déclenchement des fusillades. Bien. J'avais face à moi un journaliste qui trouvait que j'abusais. Maintenant, plus personne ne parle des programmes régionaux. C'est terminé, tout le monde ne parle plus que des questions internationales. Donc c'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que le sens du vote du 6 décembre. Bien sûr, tout le monde peut aller voir les programmes. On a un programme qui est la déclinaison de notre programme national. Mais le vrai sens de vote des auditeurs, c'est que s'ils votent pour le PS, ça sera interprété le 6 décembre à 20h10 comme un soutien à la politique actuelle de François Hollande, qui est en train de charcuter la Constitution française pour modifier l'article 16. Vous pensez, François Asselineau, que c'est le PS qui va recueillir les fruits? Vous ne pensez pas à un autre parti qui va recueillir un maximum de fruits avec un calcul peut-être pour 2017? Des régions qui vont basculer? Non, j'y viens. Il y a par ailleurs, des gens qui, si les gens votent pour les Républicains, les gens diront effectivement c'est un appui à Sarkozy. Si les gens votent pour le Front National, les gens vont dire c'est formidable pour Madame Le Pen. Parce qu'actuellement, en effet, vous avez raison, tout est fait par les grands médias pour promouvoir
constamment le Front National. Et les événements derrière. Bien sûr. Et d'ailleurs, le Front National a été le premier à dire il faut plus faire de campagne électorale par respect pour les. Donc nous sommes privés de campagne électorale. Et je voudrais dire quelque chose qui va nous sortir un petit peu du Moyen-Orient, mais qui va vraiment nous mettre en plein sur la France. Il y a un sujet absolument capital qui est en train de se dérouler et dont personne ne parle sauf l'UPR. C'est quoi? C'est que lors de ces élections régionales, les Français vont voter pour de nouvelles régions. Alors pas en Île-de-France, elle n'a pas été modifiée, mais les deux Normandies, Champagne-Ardenne, Lorraine-Alsace, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, Bourgogne, Franche-Comté, etc., c'est un redécoupage de ces régions. Ce qui se profile derrière, c'est la suppression des départements. Et nous sommes le seul mouvement politique qui expliquons pourquoi ceci est en cours. Ce qui se cache derrière, et je pèse mes mots, ce qui se cache derrière, c'est la destruction. Ce qui se cache derrière, c'est la destruction programmée de la République française. Ce qui se cache derrière, c'est la politique dite des eurorégions, où l'on donne de plus en plus de pouvoir à ces espèces d'immenses régions, de très grandes régions, qui sont calculées pour avoir la même taille que la Caroline du Sud, ou que la Virginie occidentale, ou que les grands Länder allemands. Ce qui se cache derrière, c'est que progressivement on nous expliquera vous comprenez, le niveau national finalement ne sert à rien. D'ailleurs, on apprend de plus en plus l'anglo-américain dès le plus jeune âge et on va promouvoir. C'est quoi? C'est une conséquence de la décentralisation, ça, François Asselineau? C'est une politique déterminée. Et ceux qui pensent que je vaticine, que j'affaiblis. Après l'autonomie, l'indépendance. Regardez ce qui se passe en Espagne avec la Catalogne où la situation est d'une exceptionnelle gravité. Personne n'en parle dans les grands médias. Regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni. L'Écosse a envoyé tous les députés écossais lors des dernières élections générales sont indépendantistes. Regardez ce qui se passe en Belgique avec la Flandre. Mais attention, ce sont des indépendances pour rire. Ce sont des indépendances dans le cadre de l'Union européenne et de l'OTAN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le projet qui est derrière, c'est la destruction d'un pays qui a 1500 ans d'âge, la France. C'est qu'ensuite on ait une Bretagne indépendante, un pays, un Languedoc-Roussillon indépendant, un Champagne-Ardenne-Lorraine-Alsace indépendant, etc. C'est-à-dire quoi? Nous aurons été pulvérisés, comme les pays d'ailleurs du Moyen-Orient dont je parlais, et les Français deviendront les esclaves d'une oligarchie financière et industrielle impitoyable. C'est ça la réalité. Moi je vois une autre réalité. Moi quand même je vois une autre réalité, c'est qu'on a quand même un portefeuille, un portefeuille quand même extrêmement large, et que effectivement se débarrasser de certains responsables, se débarrasser des départements, on va enfin arriver à la réduction effectivement des charges au niveau de administratif qui permet de réduire. Voilà, c'est juste un moment, c'est juste ça. Après il y en a qui vont nous dire il nous faut effectivement garder le lien avec directement avec le citoyen, parce que la région ça sera des grands trucs. Les mairies elles seront toujours là, elles auront bien évidemment moins de pouvoir, mais on aura une capacité, les régions auront une capacité de pouvoir faire en sorte à ce que l'utilisation des biens des citoyens quand même, puisque les impôts coûtent quand même cher en France, faire avancer les gros projets. Non, mais ça c'est la langue de bois officielle que vous venez de Non, c'est le travail terrain. Je vous dis, il suffit d'arriver en Suisse, il y a 23 cantons qui sont moitié moins peuplés. Mais la Suisse, c'est par rapport à la France, les départements. Mais la Suisse se porte extrêmement bien. Merci bien. On peut pas comparer la Suisse ou l'Irlande par rapport à la France. Et pourquoi on ne pourrait pas juste au niveau de la taille. C'est pas une question de mépris, c'est qu'au niveau de la taille. Vous avez l'État, la cité-État de Singapour, qui est grande comme la moitié de l'île de France, qui se porte très bien, avec un niveau de vie supérieur au nôtre. Donc ce qu'il faut arrêter de dire ça. Avec des immenses régions, nous ne pourrons pas, bien entendu, avoir des services totalement dans la région, dans la capitale régionale. On va donc être obligé de maintenir les services un petit peu partout. Ça va avoir une augmentation des coûts et non pas une diminution. Vous semblez appeler de vos voeux la suppression des départements. Je rappelle que les départements ont été créés le 15 janvier 1790 pour assurer l'égalité entre les Français. Ce qui est en train d'arriver, c'est qu'on est en train de réintroduire les inégalités entre les Français et les territoires. Et il s'agit de diviser le peuple français contre lui-même pour qu'ensuite il soit la proie de l'oligarchie financière et industrielle dont je parlais tout à l'heure. Alors, je vais reprendre rapidement un sondage OpinionWay Valeurs Actuelles de la semaine dernière qui vous annonce aux prochaines élections régionales avec un résultat de 1%. Est-ce que vous êtes au courant de ce sondage, François Asselineau? On a eu différents sondages. On a eu un sondage TNS Sofres OnePoint qui nous donnait 2% au niveau national. Il y a eu un Ipsos qui avait l'air de nous donner à 2,5%. Là, c'est au niveau national ou c'est au niveau... Non, au niveau régional. Non, voilà, au niveau régional sur 803 personnes. Oui. Donc, en gros, est-ce que le pourcent, ça vous réjouit?
Parce que ça vous permet déjà d'être dans les radars des sondeurs, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. D'abord, ce qui est tout à fait nouveau, c'est qu'effectivement, comme vous dites, on est dans les radars des sondeurs. Deuxièmement, je précise que nous ne payons nous n'avons pas les moyens de payer des instituts de sondage. Or, si vous regardez le livre qu'a sorti M. De Villiers, on apprend que les instituts de sondage, il faut les payer pour avoir des bons sondages. Donc, ça veut dire qu'on est certainement très au-dessus des 1%. Voilà. Moi, je vois, quand je me sors dans la rue, il y a très souvent des gens qui me félicitent, qui me rencontrent tous les jours dans la rue. Je voudrais dire quelque chose. Le sondage TNS-Sofres, où il a été fait sur 2200 personnes au niveau national, il nous a donné à 2%. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais 2%, vous regardez, c'est tout petit, regardez les Républicains, regardez le Front National. Oui, mais attendez. Le Front National, les Républicains ou le PS, vous avez 100% des Français qui connaissent. Il y a 100% des Français qui connaissent Madame Le Pen. Comment pourrait-on ne pas la connaître? Elle a droit, elle, à passer sur tous les médias de grande diffusion, matin, midi, soir et la nuit, 365 jours par an. Donc tous les Français la connaissent. Et en réalité, le Front National, pour l'instant, n'a jamais dépassé. Pour le profit du fameux vu à la télé? Oui, absolument. Non. Mais nous, qui connaît en France l'Union populaire républicaine? Demandez-nous. Les auditeurs de Radio Soleil, François Lucenot. Les auditeurs de Radio Soleil, vous avez raison, et je vous en remercie, Boujna. Mais en gros, vous avez, nous, d'après nos estimations, il y a peut-être 4% des Français qui connaissent l'UPR, 4 ou 5%. Imaginez que nous avons 4% des Français qui connaissent l'UPR et que nous allons avoir 2% dans les urnes. Ça veut donc dire qu'il y a la moitié des gens qui connaissent l'UPR qui vont voter pour nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du taux d'approbation colossal que nous avons. Le seul et unique obstacle à notre développement exponentiel, il est d'ailleurs très élevé, mais il pourrait être explosif si nous avions accès aux médias de grande diffusion. Or, c'est justement la raison pour laquelle nous sommes verrouillés. Nous avons d'ailleurs saisi le CSA qui nous a fait une réponse qui est absolument indigne de la fonction de cette institution. Et pourtant, actuellement, vous êtes à 9198 adhérents. Je connais le chiffre précis, non pas que j'assure votre promotion. François Asselineau, c'est tout simplement parce que vous annoncez en temps réel le nombre d'adhérents. Donc on peut considérer qu'à partir de 10 000, vous commencez à devenir un parti qui commence à peser. Mais oui, mais écoutez, alors si en face on vous donne pas accès aux médias, vous l'expliquez comment? Je veux dire, vous n'êtes pas un bon client, François Asselineau? Je suis un très bon client, comme on dit, puisque à chaque fois que lorsque je suis passé chez Ruquier, il y a quand même eu 1,4 million et quelques mille téléspectateurs. D'ailleurs, ça a monté pendant l'émission. C'est-à-dire que j'ai fait largement plus que Bernard-Henri Lévy, qui a table ouverte constamment dans tous les médias. Comment vous expliquez ça, à votre avis? Donc ça veut dire que lorsque j'interviens sur des médias, sur des radios et des télés, les petits médias ou les médias moyens ou même les grands médias comme ça, ils se frottent les mains, ils se disent on a une très bonne audience. Bon. Mais je ne suis pas invité, je ne suis pas réinvité. Ça veut donc dire qu'il y a un petit problème quelque part. Voilà. Le vrai problème, pour que les auditeurs comprennent bien, c'est que nous disons quelque chose que les autres partis politiques ne disent pas. Nous disons qu'il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Eh bien, les autres partis politiques, ceux qui ont été invités là à l'Élysée là par Monsieur Hollande, vous avez vu défiler Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, etc. Vous n'avez pas été invités. Nous, on n'a pas été invités parce qu'à chaque fois, il y a toujours un truc qui va pas. Hein. Nous, on est toujours dans la mauvaise case. Il y a toujours une raison pour ne jamais nous inviter. 10 000 adhérents, ça commence quand même à représenter. Mais attendez, à jour de leur cotisation, je tiens à le préciser. Mais tous les journalistes nous connaissent très bien. Nous avons, à l'UPR, nous avons des journalistes qui ont adhéré, nous en avons qui nous expliquent qu'ils n'ont pas le droit de parler de nous. Nous avons le magazine Le Point, ou le magazine L'Express, qui ont fait sur le point.fr. Allez, que les auditeurs aillent voir, le point.fr. Il y a actuellement sur ce site toutes les élections régionales. Eh bien, il y a tous les partis qui sont pas tout à fait, mais presque, et l'UPR qui est présent dans 13 régions. Nous sommes un des rarissimes partis qui soit capable de présenter 1971 candidates et candidats. Nous n'y sommes pas. Donc, pour Île-de-France, que les auditeurs y aillent voir le point.fr, ils verront que lutte ouvrière, qui est donnée à moitié moins dans les sondages que nous, est présent avec les liens et nous n'y sommes pas. Mais alors, nous avons d'ailleurs eu une relation, comment dirais-je, on a rencontré un journaliste du point.fr qui est venu nous voir, parce que nous avons mis sur notre page Facebook qu'on était censuré. Il est venu nous voir, ça a duré 2h30. Il a fait un article. Nous savons que l'article, en ce moment, est bloqué au niveau du rédacteur en chef. Nous mettons en garde le rédacteur en chef. Hein. Nous avons enregistré les 2h30 de conversation avec le journaliste, puisque lorsque le journaliste est arrivé, il nous a dit « Est-ce que ça vous dérange si j'enregistre ?» J'ai dit « Non, pas du tout. D'ailleurs, nous, on va faire pareil, on enregistre également. » Nous en sommes là, nous allons voir si le point.fr, mais c'est vrai aussi de l'Express, c'est vrai de la bonne méthode, François Asselineau ? Mais il nous enregistre, pourquoi nous n'aurions pas le droit de l'enregistrer ? Non, je vous pose la question. Non, mais pour éclairer les auditeurs, pourquoi, à votre avis, vous êtes censuré, pour dire le mot?
Nous sommes censurés parce que nous disons que nous devons sortir de l'Union européenne de façon sereine, juridique, par l'article 50. Est-ce que c'est pas audible? Mais attendez, nous avons droit. Alors, donc, non, le Front National, je le redis pour la 50e fois, le Front National ne propose pas de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Nous allons mettre en ligne d'ailleurs dans ces prochains jours une vidéo qui montre les 21 versions recensées du Front National sur l'Union européenne. La seule qui n'y soit jamais, c'est sortir de l'Union européenne par l'article 50. Et le Front National propose encore moins de sortir de l'OTAN, parce que nous sommes aussi le seul mouvement politique qui disons que nous voulons sortir de l'OTAN et de l'Union européenne. D'ailleurs, dans l'objectif d'éviter aux Français ces espèces comment dirais-je, d'attentats de plus en plus massifs qui risquent de tomber sur les Français. C'est pas moi qui le dis. Vous avez vu que le Premier ministre en personne, Manuel Valls, a dit qu'il allait y avoir des répliques et qu'il allait y avoir d'autres attentats. Il faut fermer les frontières, François Asselineau. Je ne dis pas qu'il faut fermer les frontières, je dis qu'il faut déjà et avant tout, il faut d'abord sévir évidemment sur les djihadistes, bien entendu. Nous ne sommes pas un parti laxiste. Mais d'ailleurs, je signale au passage, j'en profite pour le signaler, que parmi les personnes qui sont mortes au Bataclan, il y avait aussi des jeunes maghrébins musulmans. Et que parmi les djihadistes, il y a aussi des gens qui sont convertis à une espèce d'islam de pacotille et qui ont été recrutés dans des banlieues qui n'étaient pas d'origine maghrébine. Donc il faut se garder là-dedans de toute idée reçue sur ces affaires. Il faut bien entendu être d'une grande sévérité, mais il faut aussi que la France sorte de ces coalitions et arrête de mener des guerres illégales dans ces pays où nous n'avons rien à faire. En tout cas, nous n'avons pas à faire régner l'ordre en Syrie. On accueille Vladimir de Paris. Bienvenue Vladimir. Bonjour Monsieur Asselineau. Moi je vous appelle parce qu'en gros j'ai un ami qui me parle beaucoup de vous, mais qui est totalement inintéressant. Et puis donc aujourd'hui on est en train de parler des attentats, et puis donc il me disait mais Asselineau il avait raison, Asselineau. Et donc moi je me suis un peu renseigné, il m'a passé quelques articles sur vous. Puis donc j'ai vu en particulier que pour vous, pour les attentats, la seule chose que vous proposez c'est de quitter l'OTAN. Moi j'aimerais juste savoir, puisque ça me paraît très très formidable de quitter l'OTAN sur le plan international si vous voulez, mais étant donné qu'on a appris que tous les djihadistes étaient probablement d'origine française, j'arrive pas à comprendre la portée de cette décision au niveau national qui s'avère totalement inutile, et sans compter que j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que vous dites que ok, faut quitter l'OTAN et que l'état d'urgence c'est seulement pour vous museler, alors que il faudrait quand même se renseigner et savoir que si jamais tous les terroristes ils sont français, c'est un peu normal qu'on décrète l'état d'urgence en France et que ça sert à rien de quitter l'OTAN. Et que le problème, il est à résoudre au niveau national d'abord. Et sans compter que pour vous museler, juste puisqu'il paraît que il faut à tout prix qu'on ces élections régionales, puisqu'il paraît qu'il faut pas que vous parliez de la charte régionale des langues qui est censée nous diviser. Moi, j'aimerais juste savoir pourquoi est-ce que vous allez dans des radios telles que demain, vous allez sur Radio Notre-Dame, hier vous êtes allé sur Radio Alpha, vous allez sur Tropic FM, sur Radio Orient, sur Berbère TV, autant de radios qui ne sont pas de premier abord françaises, mais d'une autre communauté, comme moi je pourrais me revendiquer basque et français, ou portugais et français, ou chrétien et français, alors que c'est censé diviser, être basque et français, alors pourquoi pas catholique et français, ou portugais et français. Voilà. Vladimir, François Asselineau va vous répondre, sinon ça va s'arrêter dans quelques minutes, donc François Asselineau vous répond. Merci Vladimir. Voilà, alors c'est une attaque. Il y a plusieurs questions là. Oui, c'est une attaque en règle. Sur le dernier point, moi je ne demande qu'une chose, et Vladimir va certainement nous le procurer, c'est d'être invité sur TF1, sur France 2, sur France Inter, sur France Culture, sur France Info, sur RTL, sur Radio Monte Carlo. Vladimir, invitez-moi, faites-moi inviter, je vous assure que j'y m'y précipite. Voilà. Si nous allons dans ces radios, c'est parce que ce sont les seules radios qui daignent accepter de m'inviter. Voilà tout simplement la situation. Par ailleurs, ce sont des radios qui sont autorisées par le CSA. Ce sont des radios avec des Français d'origine effectivement portugaise, d'origine maghrébine, mais ce sont des radios qui s'adressent d'ailleurs à la population générale, ou bien des radios confessionnelles comme Radio Notre-Dame. Moi, je parle à tout le monde. Je parle dès que l'on m'invite. C'est tout à fait normal, parce qu'en plus de ça, si je comprends bien Vladimir, non seulement je ne suis pas invité dans tous les grands médias, mais en plus de ça, je ne devrais pas non plus aller là. Excusez-moi, mais Vladimir parle de la contradiction. Vous pousseriez pas la coquetterie jusque-là. Alors ça, refuser Radio Soleil. Ça c'est le premier point. Vladimir parle de la contradiction. Mais ça n'a aucune contradiction. Je vais là où on m'invite. Mais écoutez, je sais que l'UDI, les Républicains ont table ouverte dans tous les médias de grande diffusion. Je reconnais que vous ne vous précipitez pas en général. Alors c'est l'UDI, la presse à couper est un simple petit conseiller.
Et un vice-président. Oui, je suis vice-président quand même de l'UDI. Bon, alors pour l'OTAN, la question de Vladimir, on répond pour l'OTAN. Pour l'OTAN, je crois que malheureusement, il a dû manquer le début de l'émission. Nous avons expliqué. Rediffusion dès 23h ce soir. Nous avons expliqué que l'OTAN nous mène dans des guerres illégales, néocoloniales, et nous fait entrer en choc frontal dans le cadre de la théorie du choc des civilisations poussée par les États-Unis d'Amérique. C'est une théorie qui a été promue par Samuel Huntington et qui vise à faire coïncider le périmètre de l'Union européenne et celui de l'OTAN. Nous disons que cette théorie est en train de nous emmener vers une troisième guerre mondiale. Nous disons que nous voulons sortir de l'Union européenne parce que l'Union européenne s'inscrit dans cette espèce de multipolarité qui nous entraîne vers justement le choc des civilisations que nous refusons. D'ailleurs, Charles de Gaulle disait à Perfit, lorsque le communisme s'effondrera, l'OTAN devra se dissoudre. Eh bien, pour une fois, de Gaulle s'est trompé. Lorsque le pacte de Varsovie s'est effondré, loin de se dissoudre, l'OTAN a proliféré. Les États-Unis ont fait entrer tous les pays de l'Est dans l'OTAN avant d'entrer dans l'Union européenne, parce que les États-Unis veillent à ce que l'Union européenne, l'OTAN et bientôt le traité transatlantique États-Unis-Union européenne, normalement, pour les États-Unis, doit faire une espèce de police mondiale qui devrait en fait rendre hors jeu l'Organisation des Nations Unies. Nous voulons redonner aux Nations Unies leurs pouvoirs normaux, qui est un pouvoir de faire régner la justice entre les nations. Amel, en conclusion, on a vraiment quelques minutes. Alors, on a pris du temps, François Asselineau. Mais on avait une émission un peu spéciale d'1h30. On a un peu vu les événements, c'était difficile de passer à côté des événements. Mais le temps passe vite. Et ça passe vite ici. Voilà, ça passe très vite avec des invités aussi. De qualité, de qualité, voilà. Et comme beaucoup de choses à dire. Non, mais moi c'était juste, alors une question ou un message, je sais pas. C'est vrai. À Radio Soleil, c'est une radio qui est beaucoup écoutée par communauté musulmane, je ne sais plus comment, de Français musulmans. On va dire comme ça. Alors, si on reprend le cahier des charges du CSA, on serait plutôt sur la culture maghrébine. Alors, l'acte de culture maghrébine. On n'est pas une radio confessionnelle. Soit on nomme pas les choses, soit on les nomme mal, c'est tout un sujet. Bref. Alors. Mais on en est fiers, on en est fiers. Oui, non, mais moi tout autant que vous. C'est pour les auditeurs qui nous écoutent. Et je pense que cette population, ces Français, ont vécu ces événements, ces attentats, avec un double traumatisme dont on ne parle jamais, une double peine en tant que citoyen, en tant que musulman. Ils ne comprennent pas et rien ne leur est dit, ou peu, à mon sens, pour leur expliquer un petit peu les enjeux et les clés, ce que j'ai voulu faire avec vous ou avec d'autres, pour qu'ils comprennent bien la situation, afin de ne pas assumer, culpabiliser, porter la responsabilité de ce qui se passe, parce qu'ils voient des terroristes maghrébins, un islam dont on discute beaucoup, qui est au milieu un enjeu instrumentalisé ou pas, ils sont perdus. Et ça cause des traumas énormes dont le pays n'a pas conscience et qui risque de donner, à mon sens, plus tard, auprès des jeunes, auprès des enfants, encore voilà, peut-être des cas à problème. Alors moi, je voulais vous demander, puisque vous êtes, c'est plus votre rôle que le mien, politique, quel message avez-vous à donner, à dire à tous ces Français, alors musulmans, asiatiques, d'origine asiatique, je ne sais pas moi, africaines, indonésiennes ou françaises, dont on se préoccupe pour aller les voir et leur demander surtout que ressentez-vous pas d'amalgame. Et une fois qu'on a dit pas d'amalgame, ça s'arrête là. Or, il y a des traumas bien plus profonds dont on ne prend pas compte. Écoutez, oui, j'ai compris. Et là, c'est un vrai public. Votre exemple, ça nécessiterait qu'on ait beaucoup de temps pour y répondre. Je dirais simplement que nous avons une histoire formidable, la France, la République française, qui nous a légué justement un principe d'égalité entre les citoyens et un principe de laïcité. Comme on résume sous une formule qui dit en France, l'État connaît toutes les religions et n'en reconnaît aucune. Donc moi, ce que j'ai à dire moi je dis toujours à tous mes publics, je dis nous sommes tous Français. Donc la première chose, c'est que tous les gens qui m'écoutent, qu'ils soient musulmans, juifs, catholiques, protestants, bouddhistes, agnostiques et athées, et on a de tout à l'UPR. On a vraiment des gens de toutes les confessions, y compris des athées militants, des gens qui n'en ont pas et qui combattent les religions. Je dis à tous, nous sommes tous Français. Nous devons tous
à égalité de droits et de devoirs, respecter les principes républicains. J'ai tout à l'heure souligné, au détour d'une phrase, que parmi les morts qu'il y a à déplorer, il y a aussi des musulmans. Moi, il y a quelque chose qui me fait très peur, c'est l'instrumentalisation de ces affaires pour désigner un ennemi intérieur. Regardez les affiches du Front National qui mettent « Choisis ta banlieue » ou « Choisissez ta banlieue », où l'on voit d'un côté une femme voilée, d'un autre côté une femme avec un comment dirais-je, un bonnet phrygien. Ça, c'est pas possible. Si on va dans cette direction, on est en train de créer la zizanie et des germes de guerre civile en France. C'est la raison pour laquelle, je réponds aussi à l'interlocuteur précédent, nous devons absolument sortir de ce truc mortifère de l'Union européenne et de l'OTAN parce que le modèle qu'il y a derrière, le modèle anglo-saxon, c'est un modèle d'apartheid planétaire. Nous devons retrouver les grands principes républicains tels qu'on les trouve, par exemple, et ça n'est pas du tout une utopie. Regardez ce qui se passe à l'île de la Réunion, par exemple, où on a en gros, globalement une société qui marche globalement bien. Nous, c'est très important ce que vous avez dit. Nous adressons à tous les Français, quels qu'ils soient, et ça marche, puisque parmi nos adhérents, nous avons des gens de toutes les origines et de toutes les confessions. Merci François Asselineau, président de l'UPR, tête de liste UPR pour les prochaines régionales en Ile-de-France. Merci Pascal Coupé, merci Amel Arfaoui, merci Saleha pour la mise en onde. Saleha. Voilà, mais pour la mise en onde. Et bien sûr, rediffusion ce soir dès 23h sur toutes nos fréquences et sur radio-soleil.com. On vous laisse en compagnie du journal et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Soleil Politique. Bye bye.